Cette fois, c'est la guerre. En France, le cœur n'y est pas vraiment. L'armée se croit prête. En réalité, elle a une guerre de retard. Le 10 mai suivant, l'Allemagne lance l'offensive. La force mécanique de la Wehrmacht perce à Sedan. Les armées françaises résistent vigoureusement, mais succombent très vite devant les chars et les avions ennemis. Les avions de la Luftwaffe jettent pêle-mêle, civils et militaires, sur les routes de l'Exode. Le 14 juin, les vainqueurs défilent sur les Champs-Élysées, tandis que Hitler vient admirer la ville que ses armées ont conquise. Symbole fort, l'armistice est signé à Rotonde, dans le wagon même où l'Allemagne avait capitulé en 1918. La France s'est vaincue, humiliée. À 84 ans, Pétain arrive à la tête d'un pays en état de choc. Depuis Vichy, son gouvernement prêche la résignation. Général de Gaulle n'entreprend ici. À Londres pourtant, une voix va appeler à la résistance et être entendue, celle du général de Gaulle. Les marins, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les militaires français, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air. J'invite les ingénieurs. L'Allemagne prend sa revanche. Elle impose aux Français l'armistice du 22 juin 1940. À Rotonde, dans le même wagon où 22 ans plus tôt, elle avait capitulé. Les Français, accablés par la défaite, croient pour la plupart que la guerre est finie. La France est divisée en deux, la zone occupée par les Allemands au nord et la zone libre. Dans la zone libre, le gouvernement de Pétain s'installe à Vichy. Le vieux maréchal, avec son chef de gouvernement Pierre Laval, prêche la résignation. Le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendus, ni trahis, ni abandonnés. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Pétain estime qu'il est possible de s'entendre avec Hitler. Il le rencontre à Montoire le 24 octobre 1940. La poignée de main entre les deux hommes inaugure la collaboration, un mot qui prend une signification nouvelle dans l'histoire nationale. Mais les Allemands violent les conventions d'armistice en annexant l'Alsace, la Moselle, en réservant la Lorraine et en interdisant au gouvernement de Vichy le Nord et le Pas-de-Calais. Plus tard, la zone libre sera totalement envahie. Sous l'égide de Laval, certains Français de la zone occupée se mettent au service des Allemands. Pour combattre le communisme, ils s'engagent dans la Légion des volontaires français. Miliciens, à genoux. Pour réprimer la résistance et aider l'occupant à maintenir l'ordre, ils s'enrôlent dans la milice. À vous. Paris est couvert d'emblèmes nazis. Les grands hôtels et les bâtiments les plus prestigieux abritent les services allemands. Les occupants règnent en maître. Pendant ce temps, les Parisiens font de leur mieux pour trouver du ravitaillement. Il faut une carte de rationnement et les tickets qu'elle contient pour avoir un peu de pain, de beurre, de viande ou des vêtements. Et puis, il y a le marché noir. Les nazis imposent leur idéologie, férocement antisémite,
à laquelle adhère une certaine France. Paris vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble où les documents, les photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Bientôt, les Juifs français seront contraints de porter une étoile jaune. Ils seront arrêtés, déportés, exterminés dans les camps de la mort. Policiers et gendarmes contrôlent la population. Les résistants, les Juifs, sont spécialement recherchés. Les forces de l'ordre appliquent à la lettre les consignes de l'occupant et du gouvernement de Vichy. Et pourtant, la vie continue pour les plus privilégiés. Le cinéma continue à exister, partagé entre propagande et contestation déguisée. La mode, quant à elle, fait toujours rêver, comme la vie parisienne qui fascine l'occupant. En 1941, le Parti communiste français est déclaré illégal. Unis dans la clandestinité, communistes, gaullistes, socialistes, sans parti et étrangers comme ceux de l'affiche rouge organisent la résistance. Ils paient le prix fort de la répression allemande. Malgré tout, de nombreux réseaux envoient aux Alliés des informations précieuses. Des hommes et des femmes refusent de se soumettre et prennent les armes. Saboter les voies ferrées, les ponts, les dépôts de munitions, c'est l'objectif des résistants pour chasser ce qu'ils appellent les Boches. À Paris, comme partout en France, la Gestapo, l'instrument policier le plus redoutable du régime nazi, continue à traquer sans relâche les résistants, notamment ceux du Parti communiste français. Des journaux, édités par les combattants de l'ombre, se font la voix de la France libre. « 1944, Paris s'insurge. La résistance prépare le soulèvement et s'attaque à tous les symboles de la collaboration. L'heure de la libération approche, mais l'occupant, toujours maître des lieux, intensifie les exécutions au fur et à mesure que son pouvoir s'affaiblit. Dans la France des années noires, les héros ne sont pas nombreux, mais leur sacrifice tient une place décisive dans le combat pour la libération.